Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui du Hyundai Ioniq 9. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Le dernier essai d'un modèle de chez Hyundai sur Charging Station, il remonte à avril dernier, avril 2025, avec l'essai du plus petit modèle 100% électrique de la marque, le sympathique SUV urbain Inster. Aujourd'hui, après le plus petit, voici le plus gros. Il vient coiffer la gamme. C'est le Hyundai Ioniq 9, cousin technique du Kia EV9, dont il se démarque en proposant une autonomie supérieure jusqu'à 620 km en théorie évidemment, norme WLTP cycle mixte. Quelles sont les qualités mais également les défauts de ce Ioniq 9? Pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée dans les conditions idéales du sud de l'Espagne. Non, ça s'est passé ici durant une semaine hivernale en Belgique avec des températures proches de zéro et aujourd'hui, vous le voyez, un paysage enneigé. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai chez DS de la DS numéro 8. On ira d'ailleurs toujours chez DS la semaine suivante à la rencontre de la DS numéro 4. Un début d'année placé sous le signe du luxe à la française. On verra ce que ça donne, notamment face au premium allemand. Ça se passe donc dans les prochaines semaines sur Charging Station. D'autres essais sont confirmés pour ce début d'année 2026. Je vous en reparle tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et permettez-moi, au nom de toute l'équipe, de vous souhaiter une excellente année 2026, qu'elle soit électrisante pour tous vos projets. À l'extérieur, pas de doute, le Ioniq 9 se remarque. Au-delà de ses dimensions généreuses, la ligne est également singulière. Cela dit, l'ensemble ne manque pas d'élégance et la ligne semble moins massive que celle de son cousin, le Kia EV9, nettement plus carré. Le soubassement qui optimise les flux d'air, les poignées escamotables, les rétroviseurs caméra, en option non présente sur cette voiture d'essai, l'antenne radio située sur le pourtour de la vitre arrière, tout ça améliore les performances aérodynamiques du Ioniq 9 et donc l'autonomie. On est ici en présence d'une finition haut de gamme calligraphie qui propose 2 séries des jantes de 21 pouces, très jolies d'ailleurs, mais pour l'efficience, ça ne va clairement pas aider. On parlera de l'efficience tout à l'heure et de l'autonomie réelle, notamment durant ces conditions hivernales. Et vous, que pensez-vous de la ligne de ce Ioniq 9? Est-ce qu'il vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, 3 versions sont au programme. En entrée de gamme, on a une version propulsion avec donc un seul moteur électrique synchrone à aimant permanent situé sur le train arrière, une version qui propose 218 chevaux. La version intermédiaire, eh bien, c'est une version à 4 roues motrices avec 2 moteurs électriques cette fois, un à l'arrière et un à l'avant, version qui propose 308 chevaux. Et puis la version la plus puissante, c'est celle que vous avez sous les yeux, la bien nommée Performance, avec ses 2 moteurs électriques, un paressieux et également une puissance de 428 chevaux. Je peux vous dire que sur un gros bébé comme celui-là, ça déménage. Concernant le poids de ce Hyundai Ioniq 9, on sera entre 2470, 2470 kg et 2610 kg selon les versions et finitions. Et concernant la charge tractable, eh bien ce sera 1600 kg si la charge est freinée sur la version à 2 roues motrices, 2500 kg si la charge est freinée toujours en 4 roues motrices et si la charge n'est pas freinée sur toutes les versions, ce sera la norme 750 kg. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie qui va alimenter le ou les moteurs électriques selon les versions. Une batterie à la chimie LMC, nickel, manganèse, cobalt. L'autonomie maximale jusqu'à 620 km, on l'a dit. Elle est évidemment obtenue avec la version d'entrée de gamme propulsion, la moins puissante et la moins lourde. Dans les faits, on verra tout à l'heure que sur la route, avec une météo hivernale et donc des températures très très basses, les 620 km ou même les 600 km de cette version haut de gamme ne sont qu'un doux rêve, évidemment. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté droit avec une trappe motorisée. Vous savez que les trappes motorisées, je ne suis pas spécialement fan. Ces sources de panne, ça n'apporte pas grand-chose en termes de praticité. Mais soit, ce qui est directement accessible et donc très chouette, c'est le connecteur de type 2, puisque c'est le connecteur qu'on va utiliser le plus régulièrement pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. C'est la recharge du quotidien. Et derrière ce connecteur de type 2, il y a un chargeur embarqué de 11 kW. On aurait préféré 22, étant donné qu'on a une grosse batterie ici. 11 kW, c'est la norme aujourd'hui en 2025
2025-2026 maintenant, et ça va permettre une recharge à 100% à partir de 10% en 10 heures, donc sur le courant alternatif, pendant que vous dormez, pendant que vous êtes au travail. Donc en général, c'est le type de recharge qu'on ne va pas vraiment sentir, puisque en général, on fait autre chose, on n'attend pas évidemment à côté de la voiture pendant 10 heures qu'elle recharge. La recharge sur le courant continu, c'est possible, avec ici le connecteur combo CCS, la somme des deux connecteurs quand on bascule le petit cache. Et là, la puissance acceptée par la voiture sur le courant continu, c'est 233 kW. Ça va permettre de passer de 10 à 80% de capacité de batterie en 24 minutes. Ça, c'est la promesse du constructeur. Est-ce que dans les faits, ça se vérifie? Certainement avec des températures très très basses comme celle de cette semaine. Eh bien, regardez. Début de la recharge à 10%, vous le voyez, il est 17h18 plus 24 minutes en théorie. Ça nous amène à 17h42, sauf qu'on est loin d'être dans les conditions idéales. Alors j'ai roulé pour tout vous expliquer pendant une bonne heure avant d'arriver à ce chargeur ici. J'avais activé le préconditionnement de la batterie. À l'extérieur, vous le voyez, il fait 0 degré. Et donc le préconditionnement est resté activé jusqu'au moment où, à l'approche des 10% de capacité de batterie, eh bien, il s'est coupé. Et donc, à partir de ce moment-là, plus de préconditionnement et la batterie était toujours indiquée comme étant froide. Ici, je viens donc de me brancher. On est pour l'instant sur 176, 176 kW. Ça monte 180 kW de puissance acceptée, alors qu'on peut aller bien au-delà, évidemment, en théorie. On n'atteindra pas, à mon avis, en 24 minutes les 80%, d'autant plus que j'ai dû un petit peu patienter ici en arrivant au chargeur, un chargeur rapide apparemment très très convoité. Je vois pas mal de voitures électriques qui tournent d'ailleurs, qui font comme moi, qui essayent de trouver une petite place, un chargeur très convoité de 400 kW de puissance. Alors il y a une voiture à côté de la mienne, un Skoda Enyaq, mais qui est en fin de recharge. Il recharge avec une puissance de 30 kW, donc a priori ça ne devrait pas poser de problème. Et la puissance acceptée continue d'augmenter, vous le voyez, 183 maintenant, 183 kW. Alors combien de temps est-ce qu'on y sera à 17h42 à 80%? J'y crois pas trop, on va voir ce que ça donne. Alors je viens de régler la charge qui était réglée sur 100% pour la charge CC, donc courant continu, je viens de la régler sur 80%. Et la voiture m'annonce maintenant 21 minutes pour atteindre les 80%, sachant qu'il est maintenant 17h22, ça nous ferait 17h43, donc on serait pas tout à fait éloigné de la valeur idéale, donc ça ce serait vraiment une très très bonne surprise, les conditions étant loin d'être idéales. Donc à vérifier, mais on pourrait avoir une recharge finalement pas si éloignée, dans des conditions qui ne sont pas idéales, de la valeur idéale de 24 minutes. À 17h30, on est maintenant à 228 kW de puissance acceptée par la voiture, une valeur très proche des 233 kW acceptés en théorie dans les meilleures conditions. Il reste maintenant 13 minutes, on serait donc à 17h43, c'est-à-dire une petite minute au-dessus de la valeur théorique. Nous voici à 17h42, c'est-à-dire 24 minutes après le début de la recharge, 24 minutes valeur théorique, et vous le voyez, on n'y est pas encore tout à fait, mais on y est presque, et franchement, dans les conditions pas vraiment optimales de cette session de recharge, je trouve que ce Ioniq 9 s'en sort plutôt bien. Il annonce encore 2 petites minutes, ce sera sans doute un petit peu moins, voilà, 1 minute maintenant, donc on sera sans doute aux alentours de 17h43, c'est-à-dire une petite minute seulement au-dessus de la valeur théorique de 24 minutes. On sera à 25 minutes au lieu de 24. Cela dit, sur une plateforme 800 volts, une recharge 10-80 en 24 ou 25 minutes, ça reste quand même un petit peu long, hein. D'autres font beaucoup mieux avec une valeur, voilà, on est à 80%, il est 17h43, donc on est bien sur 25 minutes. Certains font beaucoup mieux, mais il faut dire, c'est vrai que la batterie de ce Ioniq 9 est de taille très conséquente, ce qui n'aide pas évidemment. Notez enfin que ce Ioniq 9 est compatible V2L, la recharge inversée, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir de la batterie de votre Ioniq 9, eh bien, alimenter des appareils électriques externes. Comme je le dis régulièrement, ça ne sert pas tous les jours, mais quand on en a besoin, on est bien content de l'avoir. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, à la maison, au travail, mais également sur la route. Luminus, ce sont des bornes de recharge de dernière génération pour vous permettre de profiter de votre nouvelle voiture électrique dans les meilleures conditions et certainement au meilleur prix, surtout si vous rechargez à domicile. Vous voulez découvrir l'offre proposée par Luminus? Eh bien, rendez-vous sur luminus.be/e-mobility.
L'ouverture du haillon, elle est électrique sur toutes les finitions et la capacité du coffre reste très correcte, 338 litres même en configuration 7 places. Avec les deuxième et troisième rangées rabattues, l'espace est gigantesque, 2419 litres selon la norme VDA. Dans le coffre, on va retrouver à gauche la commande d'ouverture du haillon depuis l'intérieur et une prise 12 volts. À droite, les commandes de basculement électrique des deuxième et troisième rangées ainsi qu'une prise classique. Et puis au niveau de la troisième rangée de chaque côté, les commandes de basculement électrique des sièges 6 et 7, une prise USB-C et un porte-gobelet. Vous pouvez aussi glisser votre câble de recharge à l'avant puisque sous le capot il y a un frunk, un coffre avant de 88 litres ou 52 litres selon que vous êtes respectivement en 2 ou 4 roues motrices. Ici c'est donc 52 litres. Alors dans ce véhicule configuration 7 places, on a donc 3 places ici à l'arrière et 2 places tout à l'arrière. On a également une version 6 places qui est disponible avec dans ce cas-là 2 beaux fauteuils sur la deuxième rangée, très confortable paraît-il. Bon, c'est parti, je tente d'accéder à la troisième rangée. Est-ce qu'on a 2 vraies places à l'arrière? La réponse maintenant. Petit bouton ici, ça c'est pas mal. Attention. Alors, je suis installé effectivement sur la troisième rangée. Est-ce que je peux rabaisser ici la banquette? Alors, si je fais ça, évidemment, ça fonctionne bien, mais pour celui qui va s'installer là, ça va être un petit peu moins sympa. Je peux donc continuer à abaisser ici. Voilà. Bon, dans ce cas-là, je pense qu'on a un bon compromis. J'ai de la place au niveau des genoux, au niveau de la tête, sans problème. On pourrait être 2 comme moi installés ici, ça ne poserait aucun souci. Et je pense qu'il reste encore pas mal de place pour celui installé juste devant moi, derrière le conducteur. Donc oui, ce véhicule est un vrai 7 places, même quand on mesure 1m90, 1m90. Ça, c'est vraiment pas mal. Voilà ce que ça donne à partir de la deuxième rangée avec le siège réglé pour mon 1m90, mon 1m90 sur la troisième rangée et j'ai toujours de la place, alors évidemment un petit peu moins que si je le recule à fond et si j'abaisse le dossier. C'est ce que je vais faire maintenant puisqu'il n'y a plus personne derrière. Je vais pouvoir reculer à fond, voilà, et abaisser avec la petite manette ici pour avoir une position plus confortable. Et là, vous le voyez, il y a énormément de place, évidemment au niveau des genoux, au niveau des pieds que je peux glisser sans problème sous le siège conducteur. Et j'ai les cuisses qui reposent bien sur la banquette arrière, donc c'est extrêmement confortable. Ce véhicule est donc un vrai 7 places et pas uniquement avec des enfants sur la troisième rangée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici sur la deuxième rangée? Pas mal de choses, notamment la présence d'un toit vitré panoramique ouvrant de série sur le niveau de finition le plus élevé calligraphie. C'est cette voiture d'essai. On a également une belle finition en suédine ici. C'est franchement très convaincant. Ensuite, on descend. Qu'est-ce qu'on voit sur les côtés des sièges avant? Spécificité chez Hyundai et Kia, vous le savez, ce sont les prises USB-C, très facilement accessibles, bien plus pratiques à cet endroit que quand elles sont à l'arrière de la console centrale, certainement quand c'est tout en bas. Également sur le côté gauche du siège passager avant, on a la possibilité d'avoir des commandes ici, donc de commander ce siège. Si on est traditionnellement sur la place où on va se faire conduire, c'est-à-dire à l'arrière du côté droit, eh bien on peut basculer le siège avant vers l'avant et avoir dans ce cas-là plus de place à l'arrière du côté droit, histoire de pouvoir encore plus étendre les jambes. C'est vraiment très bien. On est vraiment dans un salon dans ce véhicule, certainement à la place passager arrière droit. Ensuite, l'arrière de la console centrale. Alors une console centrale, on le verra dans un instant, dont le couvercle ici peut s'ouvrir de 2 manières, soit de manière traditionnelle vers l'arrière, soit quand on est ici à l'arrière, vers l'avant. Et ça, c'est assez sympathique, je n'ai jamais vu ça dans aucune autre voiture. Toujours à l'arrière de la console centrale ici, les différents réglages pour les sièges chauffants, les sièges ventilés et le chauffage et la climatisation, tout ça avec un petit panneau électronique. Juste en dessous, on a un grand bac de rangement également, donc ça c'est très pratique. À l'arrière des sièges, on a des poches aumônières. Alors je préfère quand elles ne sont pas rigides, contrairement à ce qu'on trouve ici. Je trouve ça un peu moins pratique quand c'est rigide comme ça, mais soit, c'est pas bien grave. Ensuite, un plancher qui est parfaitement plat. On n'a pas de tunnel de transmission, évidemment, dans cette voiture. Et puis, en partie supérieure toujours, côté passager avant, et puis les 2 places à l'arrière, on a une poignée de maintien, avec à l'arrière, à chaque fois, un petit crochet également. Voilà qui est
extrêmement pratique. Et puis pour finir, chez Hyundai, visiblement, on aime bien les porte-gobelets puisque dans la portière, il y en a deux. Il y a un porte-bouteille dans la partie vide-poche en partie inférieure. Et si je fais descendre la coudoir centrale, il y a encore deux porte-gobelets. Décidément, on peut avoir soif, ça pose pas de problème. À l'intérieur de ce Ioniq 9, on se sent, dans un salon. Il y a donc du confort et une belle sensation d'espace. Mais personnellement, je trouve aussi qu'il y a pas mal de plastiques qui ne sont pas forcément très valorisants. Certainement à ce niveau de prix, puisqu'on est, avec cette voiture d'essai, proche des 90 000 euros, 90 000 euros. Cette partie sur la planche de bord face aux passagers est d'un goût discutable, on va dire. Et globalement, certaines surfaces, comme ici par exemple, cette large bande de plastique, manquent tout de même de classe, y compris la clé d'ailleurs, une clé qu'on croirait tout droit sortie d'une voiture des années 90, des années 90. C'est pas très chic. Alors ok, on est dans une Hyundai, pas dans une Bentley, mais quand on se permet de vendre des voitures à ce tarif, on doit aussi fournir, me semble-t-il, un univers d'aspect un petit peu plus cossu que ce qu'on retrouve ici, mais chacun se fera sa petite idée, les goûts et les couleurs. Tiens, justement, et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Est-ce qu'il vous séduit ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de ce Ioniq 9. La portière conducteur en partie haute, on va y retrouver la poignée d'ouverture, l'activation de la fonction de massage qui fait apparaître le menu correspondant et les deux mémoires de position du siège conducteur. En partie intermédiaire, les vitres électriques, les rétroviseurs électriques rabattables à la demande et le verrouillage centralisé. En partie basse, enfin, un vide-poche qui n'est pas très grand et qui doit se passer d'habillage en feutrine ou même d'un fond antidérapant, c'est dommage. À gauche du volant sur la planche de bord, l'ouverture de la trappe de recharge motorisée, l'ouverture du capot, également l'ouverture du coffre, le contrôle de traction et le frein de parking électrique. Le volant, il est réglable électriquement, en hauteur et en profondeur. Il est également chauffant. On va y retrouver à gauche les aides à la conduite et la navigation dans les menus de l'écran instrument. Et puis à droite, le bouton mode pour changer facilement de source sonore. C'est très pratique. La commande vocale également, une première touche étoile personnalisable, les fonctions audio, volume, et station ou plage précédente ou suivante, ainsi que le téléphone pour vous permettre de décrocher facilement. Les palettes ensuite pour régler la récupération d'énergie avec 5 niveaux disponibles, on y revient sur la route tout à l'heure. Les commodos ensuite, à gauche clignotant et éclairage, à droite les essuie-glaces, à l'avant et à l'arrière, et puis à droite en partie basse, le sélecteur de vitesse qui accueille aussi le bouton de démarrage. Ensuite, un premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces et dont la présentation ainsi que les informations affichées sont personnalisables. Alors au niveau de la présentation, ça va être dans le système d'infodivertissement. On a 3 visuels qui sont proposés, vous le voyez, et vous pouvez les régler soit de manière individuelle, soit les lier à l'un ou l'autre mode de conduite, c'est possible également. Et puis au niveau de la navigation dans les informations de l'écran instrument, ça se passe au milieu, vous le voyez, on est pour l'instant sur les informations de conduite. Si j'appuie ici, on va aller sur les informations de navigation. Alors là, on n'a pas d'itinéraire activé, donc on a la boussole. Et puis, on a également les aides à la conduite. On peut rentrer dans les réglages directement en appuyant sur OK. Et dans ce cas-là, il s'affiche sur l'écran d'infodivertissement. Je vais revenir sur les infos de conduite, infos sur le trajet actuel. Si je descends après la recharge, également depuis la réinitialisation. Ensuite, l'aide d'autonomie avec l'autonomie moyenne possible, le minimum et le maximum. Très pratique. On a la pression des pneus également. Et puis la distribution des forces motrices. C'est là qu'on se rend compte que les roues arrière sont prioritaires. Le moteur arrière est prioritaire dans cette voiture. Et on revient ensuite sur les informations de conduite, notamment ici, le trajet actuel. Au travers du pare-brise, l'affichage tête haute, donc vous allez pouvoir aussi personnaliser le contenu en fonction de vos préférences en passant par le système d'infodivertissement. À droite, tourné vers le conducteur, dans le prolongement de l'écran instrument, on a l'écran central d'infodivertissement, tactile évidemment, de 12,3 pouces. On y revient dans un instant. Sous l'écran et sous la ligne qui accueille les 4 buses de ventilation, une près de chaque portière et 2 au centre, pas mal de commandes physiques et les allergiques au tout à l'écran apprécieront. On a d'abord le volume,
la touche qui permet de revenir sur l'écran par défaut, la carte, la recherche d'une destination, le menu média, les feux de détresse, les plages ou stations précédentes et suivantes, et puis une deuxième touche étoile personnalisable et la touche Setup qui vous emmène directement dans les réglages. Et puis enfin, tout au bout, un autre bouton rotatif qui lui aussi vous permet de changer de station ou de plage. Du coup, j'ai pas compris à quoi il sert. Ensuite, les fonctions étendues de chauffage et de climatisation avec aussi le volant chauffant, les sièges chauffants, les sièges ventilés sur cette voiture d'essai. Plus bas encore, 3 prises USB-C, dont 2 qui délivrent une puissance de 100 watts, de quoi brancher des ordinateurs portables par exemple. À droite, il y a aussi une prise 12 volts et à gauche, le bouton UVC qui va activer un cycle de stérilisation par lumière ultraviolette de votre smartphone qui prendra place juste en dessous. Et oui, carrément. Toujours plus bas, un compartiment fermé, pratique. Plus en arrière, un petit passage entre les sièges. Et on attaque la console centrale avec à droite les portes gobelets et à gauche, plus en arrière, la zone de recharge par induction pour smartphone. Et plus en avant, des boutons encore avec la fonction Auto Hold, les modes de conduite, Eco, Normal, Sport et My Drive, ainsi que les modes de terrain, neige, boue et sable, l'aide au freinage en descente, les caméras et les bips de parking. Sous la coudoir centrale, enfin qui s'ouvre vers l'avant et vers l'arrière, un premier grand bac de rangement et quand on le retire, un grand espace. Il y a vraiment beaucoup de place sous cet accoudoir, c'est surprenant. Il y a même un séparateur amovible tout au fond et également dans le bac amovible, c'est pratique. La boîte à gants enfin est de contenance correcte mais n'est pas habillée de feutrine ou de caoutchouc antidérapant, c'est dommage. Voilà pour la description de l'intérieur de ce Hyundai Ioniq 9. Avant de prendre la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture, petit coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. Alors rien de révolutionnaire, on connaît déjà le fonctionnement de ce système chez Hyundai. On a ici sur la première page, à gauche, tout ce qui concerne la navigation avec des petits raccourcis ici en dessous. On peut rentrer dans le menu en appuyant sur la tuile évidemment. Ici on a la tuile liée aux médias en cours de lecture. Ici, VE, véhicule électrique, menu électrique donc. Évidemment, si on maintient appuyé, on va pouvoir changer tout ça de place et se constituer son tableau de bord tel qu'on a envie qu'il apparaisse au quotidien. Donc, téléphone, Apple CarPlay ou Android Auto, mémo vocal, siège, mode lavage de voiture, les paramètres. Encore quelques réglages sur la 3e page et sur la 4e également avec notamment les notifications et le manuel en ligne, des choses qu'on va peut-être utiliser un petit peu moins régulièrement, raison pour laquelle c'est pas mal de les mettre tout à droite, mais donc je le disais, vous organiserez ça absolument comme vous le souhaitez. Ça c'est pour les menus en tuile, vous le voyez, c'est assez fluide. On peut également avoir un menu qui vient du haut avec quelques fonctions. Pourrait y en avoir un petit peu plus d'ailleurs, et des fonctions plus utiles peut-être, comme des accès directs pour couper certains bips par exemple, j'y reviendrai sur la route. Ici à gauche, en haut, on a les paramètres du profil et le manuel en ligne également. On peut réorganiser tout ça également. Ici, la date, ici la connectivité et l'heure. Et puis si on va un petit peu plus profondément dans les menus, le menu VE par exemple, c'est celui sur lequel vous allez avoir toutes les informations liées au fonctionnement électrique de la voiture, le statut de la batterie, elle est à 49% pour l'instant. Ici, les stations à proximité, le mode utilitaire pour continuer à profiter de la voiture, du confort de la voiture avec la voiture qui est à l'arrêt. Ici, l'activation du préconditionnement de la batterie en prévision d'une recharge rapide. Et ici, la consommation électrique par catégorie, donc la conduite, l'électronique, l'entretien de la batterie et la climatisation. Sur cet écran également, avec l'autonomie moyenne possible avec ou sans la climatisation. Ici, toujours l'état de la batterie et toujours ici, la recherche de la station la plus proche. On a également un petit menu ici en dessous qui vous permet de rentrer notamment dans tout ce qui est statistique de consommation, etc. Et on a toujours un petit rappel du média en cours de lecture. Ici, on va appuyer sur ce bouton pour revenir sur l'écran par défaut. Et si on va à gauche et qu'on va ici, eh bien, on va pouvoir entrer l'adresse qui nous intéresse, à savoir destination Marseille. Marseille, France. Définir comme destination. Système assez proche évidemment de celui qu'on a découvert encore il y a quelques semaines chez Kia. 2 itinéraires qui vont être proposés, le plus rapide et le conseillé. Et on voit ici la zone d'action possible avec ce qui reste dans la batterie, à savoir 49%. Les stations de recharge disponibles sont actualisées en temps réel pendant la conduite, c'est très bien.
Et on a ici, on le voit, 1, 2, 3, 4 haltes qui sont recommandées, avec à chaque fois, on le voit, le nombre de chargeurs disponibles, 1 sur 6, 6 sur 10, 7 sur 10 et 6 sur 9, et puis également la durée de chaque recharge, on sera sur 26 minutes, 18 minutes, 26 minutes et 22 minutes, avec, si on le souhaite également, plus d'informations liées aux différentes stations de recharge. Voilà, ici une station Total Energy par exemple, avec là le détail des connecteurs disponibles et l'adresse, les horaires d'ouverture, etc. Les petits détails, on va pouvoir la mettre en favori également. Si vous faites régulièrement les mêmes trajets, ça peut être vraiment intéressant. Et le petit numéro de téléphone, vous pouvez contacter directement la station. Voilà qui est sympa. Encore une petite chose avant de passer sur la route et que je vous livre mes impressions après une semaine au volant. Eh bien, c'est la caméra, le système de caméra à 360 degrés. Je vais pour ça passer la marche arrière. Alors voilà ce que ça donne. Ici, la vue arrière, évidemment, puisque j'ai passé la marche arrière, on peut décider d'avoir une vue comme ceci également, pratique si on tire une remorque. Une vue gauche-droite également, c'est possible. La vue arrière comme ceci en plein écran, c'est possible également. Et puis également la vue à 360 degrés. Alors ça, c'est toujours un petit peu gadget, mais c'est disponible aussi. Et puis la vue la plus intéressante peut-être, c'est celle-ci, la vue Bird View, la vue à 360 degrés, comme si un drone ou un oiseau survolait le véhicule. Ça, c'est vraiment très sympa, avec des petites zones grisées ici aux quatre coins, mais de manière assez raisonnable. Donc je dirais, eh bien, un système qui fonctionne plutôt pas mal. Si je passe maintenant la marche avant, eh bien, on le voit, voilà, on voit le véhicule évoluer dans son environnement et dans certaines circonstances et certainement comme ici, hein, quand il neige, la visibilité vers l'extérieur est pas très bonne, les repères sont un petit peu bouleversés, eh bien, c'est pas mal de pouvoir compter sur ce système de vue à 360 degrés avec détection ici latérale. Vous le voyez, il y a une haie juste à côté du véhicule, hein, la haie qui se trouve ici, qui est détectée ici. Voilà, c'est plutôt chouette. La définition des caméras est correcte, on va dire, certainement par les conditions hivernales que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, on va revenir sur l'écran par défaut. Le voici et je vous livre maintenant mes impressions après une semaine au volant. Pour démarrer, oui, il y a bien un bouton de démarrage situé, on l'a vu, sur le commodo du sélecteur de vitesse ici, comme chez Kia. Personnellement, je m'en serais bien passé, mais voilà, c'est comme ça. On aime bien les boutons de démarrage chez Hyundai et Kia apparemment. Pour la sélection du sens de marche, c'est donc sur le même commodo, D vers l'avant ou R vers l'arrière. Et dès les premiers mètres, eh bien, on se transforme en capitaine de navire parce que ce Ioniq 9, oui, c'est un gros bateau. Et c'est au Santiano. Bisous à Hugo Frey. Sur cette finition supérieure calligraphie, les sièges sont recouverts de cuir Nappa. Vous avez le choix entre du noir, comme ici, ou 3 alternatives Biton. Dans ce cas-là, le volant est Biton également. Tous les réglages, bien sûr, sont électriques et les sièges sont bien sûr chauffants et ventilés. Le conducteur a également droit au siège massant. On l'a vu, hein, activable ici, avec 2 niveaux d'intensité, plusieurs programmes disponibles. Un programme spécifique pour long trajet est également proposé. Il consiste à appliquer des micro-mouvements au siège pour faire varier les points de pression et éviter la fatigue liée à une position assise prolongée. Pas de doute, hein, vous avez ici de quoi vous sentir comme dans votre salon, voire peut-être même mieux que dans votre salon. Parce que moi, mon salon, il ne me masse pas. Un peu moins top dans cette voiture, les aides à la conduite. Alors globalement, oui, ça fonctionne bien, mais si on va un petit peu dans les détails, eh bien la conduite assistée par exemple, hein, qui combine régulateur de vitesse adaptatif et centrage sur la voie de circulation, eh bien cette conduite assistée, elle propose un peu trop de mouvements brusques dans ses adaptations. Ça, c'est pour le régulateur de vitesse adaptatif, ça manque un peu de fluidité, de douceur. Et concernant le centrage sur la voie de circulation en conduite assistée, eh bien la voiture a un peu tendance à louvoyer autour du point milieu, des petits mouvements, des petites corrections comme ça, gauche-droite, pas tout le temps, et c'est pas rédhibitoire, mais ça pourrait être mieux maîtrisé pour rendre la conduite assistée plus agréable. Alors peut-être est-ce aussi un défaut spécifique à cette voiture d'essai, un problème de calibrage, ça je ne sais pas. Et puis il y a les bips en tout genre, bip de survitesse, ça vous pouvez couper facilement avec un appui long sur la touche mute ici. Par contre, le bip de changement de limitation de vitesse se réactive à chaque démarrage, alors que selon moi ce n'est pas une
obligation légale puisque sur d'autres voitures, on peut le laisser éteint et il ne se réactive pas au trajet suivant. Mais pour le couper, celui-là, il faut aller dans les menus. C'est pas top. Dans les mêmes menus, il y a également l'alerte d'attention du conducteur que j'ai trouvé un petit peu trop intrusive cette semaine également. Il y a donc encore un peu de travail de ce côté pour rendre l'expérience de conduite vraiment fluide, vraiment agréable. Du confort et encore du confort. C'est ce que propose le Ioniq 9. Alors oui, on a plus de 400 chevaux sur cette version et ils sont bien là quand on écrase l'accélérateur, mais à aucun moment ce gros bébé ne propose une conduite dynamique. C'est gros, orienté confort et donc plutôt bateau, je le disais. Si vous cherchez un véhicule agile, vous allez clairement être déçu, mais a priori ça, vous vous en doutez. Il faut donc prendre ce Ioniq 9 pour ce qu'il est sur la route et ce qu'il fait très bien, transporter jusqu'à 7 personnes dans le plus grand des conforts, un confort qui passe aussi par une bonne gestion des bruits. Oui, vous pouvez opter pour un bruit artificiel pour accompagner votre conduite, mais tout cela est-il vraiment nécessaire? Pas du tout évidemment, et vous pouvez bien sûr le couper. Les bruits de roulement et les bruits aérodynamiques sont très bien filtrés dans cette voiture, on n'en attendait pas moins évidemment de ce type de véhicule qui revendique des prestations haut de gamme, d'autant qu'à partir du niveau Business Plus de finition en Belgique, le Ioniq 9 est équipé d'un système de suppression active des bruits de roulement. Concernant le système audio, on est ici sur un ensemble Bose Premium Sound à 14 haut-parleurs avec caisson de basse. L'ensemble fait très bien son travail et 2 séries dès le niveau Business Plus en Belgique. Et puis il y a la petite touche mode sur le volant qui permet de récupérer sa source sonore préférée assez facilement quand on est passé par l'audio du téléphone par exemple, qu'on souhaite revenir sur la radio. Franchement, cette touche, elle est vraiment sympa. Pas 10, pas 11, pas 12, non, encore plus, 12,48 mètres. C'est la valeur du diamètre de braquage de ce Ioniq 9, une valeur bien sûr assez élevée. En ville et dans les parkings, ce Ioniq 9 ne sera pas très à l'aise. Heureusement, vous pourrez compter sur le système de caméra à 360 degrés, on l'a vu, pour vous aider. Petit bémol cependant, la caméra arrière, qui a tendance à se salir très très vite quand les conditions météo ne sont pas favorables comme cette semaine. Elle est positionnée très bas sur l'arrière qui est très droit et donc ça rend rapidement la vue vers l'arrière impossible. Dans ce cas-là, il faut sortir, frotter pour pouvoir ensuite poursuivre votre manœuvre sereinement. On a connu plus pratique. 0, 1, 2, 3 et iPedal, les 5 niveaux de récupération d'énergie disponibles à partir des palettes derrière le volant. 0, c'est pas de récupération au lever de pied de l'accélérateur. On est donc sur de la roue libre, la voiture va profiter de son élan. Et le niveau de récupération le plus élevé, c'est bien sûr à l'opposé le niveau iPedal qui propose une récupération importante, si vous le souhaitez évidemment, au lever de pied de l'accélérateur et va jusqu'à l'arrêt complet. On a donc une vraie conduite à une pédale bien calibrée, c'est un régal. Petit bémol, par défaut au démarrage, c'est le niveau 3 de récupération qui est activé. Si vous aimez la conduite à une pédale, il faudra donc systématiquement tirer une fois vers vous la palette de gauche pour activer le mode iPedal. Alors c'est pas la fin du monde, mais permettre au dernier niveau sélectionné de rester en mémoire d'un trajet à l'autre eût été plus sympa. Et puis si vous maintenez la palette de droite activée, là vous avez droit au niveau de récupération automatique. La voiture va s'adapter, va adapter le niveau de récupération au lever de pied de l'accélérateur aux circonstances, aux conditions de circulation, si vous suivez quelqu'un ou pas, si vous arrivez près d'un obstacle, un rond-point, un carrefour ou pas, tout ça de manière automatique. Alors c'est un système qui est plutôt sympa mais qui ne peut pas tout prévoir et donc comme il ne peut pas tout prévoir, il y a des circonstances où il ne réagit pas à bon escient, raison pour laquelle je reste toujours persuadé que le niveau iPedal est quand même le plus sympa avec des réactions qui sont toujours constantes. Les éclairages extérieurs, ils sont à technologie LED, à l'avant et à l'arrière sur toutes les finitions, mais les phares matriciels, c'est uniquement à partir de la finition Business Plus en Belgique. Ils fonctionnent très bien, le basculement se fait toujours à bon escient. Par contre, pour avoir le basculement automatique, il faut systématiquement l'initier en poussant le commodo de gauche vers la planche de bord. Pourquoi donc cela ne peut-il pas rester activé en mémoire d'un trajet à l'autre? Mystère. Et encore une petite contrariété, dommage. À partir de la finition Business Plus en Belgique, l'éclairage d'ambiance propose un choix de 64 couleurs. Sur les finitions inférieures, ce sera moins arc-en-ciel, plus basique quoi. L'autonomie théorique de cette voiture, c'est jusqu'à 600 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version à 4 roues motrices performance. 620 km, on le rappelle, avec la version à 2 roues motrices. C'est celle qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge. Alors j'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille.
Difficile de faire autrement cette semaine d'ailleurs, puisqu'il a fait très très froid et il a neigé. Conduite tranquille donc, tout en conduisant quand c'était possible, de manière un petit peu plus dynamique. Et cette semaine, il a fait entre moins 4 et 5 degrés. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru plus de 500 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien, avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute, en ce qui me concerne, je vous le rappelle, et en tenant compte de tous ces paramètres pas forcément favorables, je suis arrivé à une moyenne de consommation très élevée, puisqu'elle s'établit à 34 kWh au 100. Oui, vous avez bien entendu, 34 kWh au 100, ça me change des 17,5 je pense de la semaine dernière avec le Tesla Model Y standard. C'est carrément le double même. Alors évidemment, on n'est pas sur le même gabarit de véhicule, on n'est pas sur le même poids non plus, mais là le double, c'est quand même énorme. En même temps, plus de 2,6 tonnes sur la balance avec cette finition et cette version. Ça explique certaines choses. Les températures extérieures sont également une explication, et le fait que je roule beaucoup sur autoroute aussi, tout ça fait pas bon ménage. Cette valeur, elle va m'autoriser 300 km sur une recharge à 100%. 300 alors que le WLTP, il est annoncé pour 600 km, on est quand même fort éloigné. Avec des températures plus clémentes et ou moins de voies rapides, on pourra sans doute réduire cette moyenne et obtenir un kilométrage réel plus en phase avec la valeur théorique, sans doute aux alentours de 400, 450 km, voire un petit peu plus. Enfin, espérons-le en tout cas. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Je vous mets tout ça ici. Alors cet exemplaire d'essai est une version à 4 roues motrices performance, finition calligraphie. On est sur la version 7 places, on l'a vu. Prix de départ en Belgique, 86 999 €, 86 999 €. L'option dont cette voiture est équipée, c'est la peinture métallisée. Celle-ci vaut 900 €. La plupart des autres, ce sera 1000 €. Et les 3 peintures mates sont à 1500 €. Prix total de cette voiture d'essai en Belgique, 87 899 €, 87 899 €. Seule option disponible et dont cette voiture d'essai n'est pas équipée, ce sont les rétroviseurs caméra. Le principe, des petites caméras ici avec une prise au vent qui est moindre. Donc l'idée, c'est de consommer un petit peu moins et vous avez un retour visuel, non pas ici évidemment, puisqu'on a juste une caméra, mais bien sur un écran juste à l'intérieur de la portière. Ça vaut 1500 €. Très honnêtement, c'est pas un système dont je suis vraiment fan parce que c'est pas très intuitif. On lui fait pas vraiment confiance. En tout cas, moi, je lui fais pas vraiment confiance. J'ai plutôt tendance à regarder du coup via les vitres ou à l'arrière, ce qui n'est pas le but quand on a des rétroviseurs évidemment. Voilà, donc vous, est-ce que ça vous plaît ou pas? Personnellement, je pense qu'on peut s'en passer. Certainement pour 1500 €, offrez-vous plutôt une belle peinture métallisée, c'est mon conseil. Surfez sur le site internet de Hyundai qui correspond à votre pays, configurez votre Hyundai Ioniq 9 et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée pour les entreprises, mais également pour les particuliers, avec tous les avantages qui en découlent en termes de déductibilité pour les entreprises, évidemment. Et puis, c'est une formule tout compris. Donc, ça veut dire que du premier au dernier mois, vous payez la même mensualité et tout est inclus. La mise à disposition du véhicule, mais également tous les frais annexes, comme le remplacement des pneus, l'assurance ou encore les entretiens. C'est vraiment la formule zéro tracas. Alors bien sûr, tous les mois, ça vous coûtera un peu plus cher que si vous remboursiez un crédit classique, mais comme tous les frais annexes sont inclus, ils sont lissés sur l'entièreté de la durée de possession du véhicule, et donc vous allez pouvoir effectivement mieux gérer au quotidien votre budget de manière plus évidente en tout cas qu'avec un financement classique et des frais qui arrivent de manière disparate au fur et à mesure des mois qui s'écoulent. Ça, c'est pour les entreprises et pour les particuliers, cette facilité de gestion. Et puis autre avantage dans la période de transition technologique que nous connaissons actuellement, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, c'est le fait que cette voiture, combien vaudra-t-elle dans 3 ans, 4 ans ou 5 ans? Personne ne le sait aujourd'hui. Les tarifs et les valeurs résiduelles sont très fluctuants, raison pour laquelle, avec la formule de leasing, ce n'est pas vous qui prenez le risque de la valeur résiduelle, c'est la société de leasing. Voilà encore une bonne nouvelle. D'autres bonnes nouvelles, certainement, d'autres arguments en faveur du leasing opérationnel pour les entreprises ou private lease pour les particuliers. Découvrez-les sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays.
Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien dans ce cas-là, rendez-vous sur Autoscout24, la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Sur Autoscout24 actuellement, plus de 100 000 véhicules vous attendent. Des véhicules d'occasion, des véhicules plus récents également, certains véhicules neufs aussi. Et puis de plus en plus de voitures électrifiées ou 100% électriques avec un choix qui est très vaste. J'ai d'ailleurs sorti une vidéo à ce sujet avec des voitures proposées sous les 10 000 euros, entre 10 000 et 20 000 euros, 20 000 et 30 000 euros et au-dessus de 30 000 euros. Et vous verrez dans la vidéo qu'il y a pas mal de belles surprises. Je vous invite à la visionner. Sur Autoscout24, le site internet, il y a une partie qui est entièrement dédiée à la mobilité électrique avec un calculateur d'autonomie et un calculateur de temps de recharge. Vous allez pouvoir également sur le site internet d'Autoscout24 faire reprendre votre véhicule actuel aux meilleures conditions. Et puis, dans votre poche, au creux de la main, il y a l'application Autoscout24 qui vous permet d'effectuer les recherches que vous allez pouvoir effectuer avec le site internet avec la même facilité. C'est le même moteur de recherche, mais tout ça au creux de la main, en permanence avec vous sur votre smartphone. L'application, elle est bien sûr gratuite, disponible dans le Play Store de Google et également dans l'App Store d'Apple si vous avez un téléphone de la marque à la pomme. N'hésitez pas à la télécharger, elle est 100% gratuite et bien pratique, histoire de rechercher votre prochain véhicule. Surfez sur autoscout24.be si vous êtes en Belgique, autoscout24.fr si vous êtes en France. Vous cherchez un véhicule 100% électrique capable de transporter confortablement 7 personnes, eh bien ce Ioniq 9 est assurément un candidat sérieux. C'est très confortable, puissant, super équipé et la qualité de fabrication est au rendez-vous. Par contre, vous allez devoir composer avec un comportement assez pâteau, une ergonomie liée aux alertes en tout genre pas vraiment optimale et des matériaux à l'intérieur pas vraiment à la hauteur du tarif demandé. Sur ce point, son cousin EV9 de chez Kia fait assurément mieux. Et puis en parlant de Kia, si vous cherchez 7 places et beaucoup d'espace, il y a aussi le PV5 en version Passenger. On l'a essayé il y a quelques semaines en version 5 places et il arrive en 2026 en version 7 places. Voilà un autre candidat très sérieux et à un prix beaucoup plus serré. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera dans quelques jours. Le premier trajet et dans une semaine environ, le grand essai chez DS de la DS numéro 8. Ensuite, la semaine suivante, on restera chez DS avec le modèle juste en dessous. Ce sera la DS numéro 4, toujours en 100% électrique évidemment. Et puis dans quelques jours maintenant, je vous proposerai également une vidéo concernant un événement, l'événement de Bruxelles, le rendez-vous de l'automobile en ce début d'année. Ce sera évidemment le Brussels Motor Show, le salon de l'auto de Bruxelles, avec pas mal de premières mondiales et par exemple la version définitive du sympathique petit SUV urbain de Kia. Ce sera le Kia EV2, découvert donc en première mondiale au salon de Bruxelles, le Brussels Motor Show. Ne manquez pas cette vidéo qui s'annonce très électrisante. Et la Nissan Micra, cousine technique de la Renault 5, l'essai a été un petit peu retardé, mais maintenant il est confirmé, ce sera dans les prochaines semaines également. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Une nouvelle fois, très bonne année à toutes et à tous. Merci de votre incroyable fidélité à Charging Station. Je vous promets durant cette année 2026 encore plus d'essais très électrisants et puis cette année, je l'espère, cap sur les 500 000 abonnés, un demi-million d'abonnés et à cette occasion, je vous offrirai un très beau cadeau, un cadeau exclusif même. On en reparlera dans les prochaines semaines. N'hésitez pas en attendant à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager également. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça me fait bien plaisir. Merci de votre fidélité encore une fois et à bientôt.